Professeur Claude Klein, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes à quelques heures d'un débat qui est qualifié dans la presse israélienne d'historique, non seulement parce qu'il va être diffusé en direct, on va dire, sur les chaînes de télévision israéliennes, ce qui est tout à fait exceptionnel, mais surtout parce que, il va débattre de la capacité ou non de Binyamin Netanyahou à former un gouvernement alors qu'il est inculpé par la justice israélienne. On l'a vu la semaine dernière, le conseiller juridique a recommandé à la Cour de ne pas s'immiscer d'une certaine manière dans les affaires politiques en affirmant que rien n'empêchait sur le plan juridique le Premier ministre de former ce gouvernement. Vous pensez que la Cour suprême va décider autrement que la recommandation du conseiller juridique du gouvernement ? Non, je ne m'y attends absolument pas. Je suis à peu près certain, mais on peut se tromper, vous savez, mais je suis à peu près certain que la Cour ne va pas intervenir dans cette question. Elle interviendra dans les autres questions dont nous parlerons peut-être et qui seront discutées demain, mais je ne vois pas la Cour se lancer dans cette affaire qui risque d'avoir des répercussions extrêmement fortes dans la société israélienne et provoquer donc des réactions très violentes. Vous la voyez pas justement parce que d'une certaine manière il y a eu des menaces, on va dire de la part du Likoud. Oui. Est-ce que c'est on va dire que les juges ont peur des menaces ou des ultimatums de l'échelon politique et c'est pour cela qu'il faut bien voir ce que veut dire avoir peur. Oui. N'est-ce pas avoir peur, ce n'est pas la peur physique. Oui. Avoir peur, c'est que malgré tout, un gouvernement puisse se former de droite et que celui-ci se mette à voter des lois très très fortes contre la Cour suprême, contre la possibilité de la Cour suprême d'intervenir dans un certain nombre de matières. C'est ça qui est extrêmement important et qui se cache derrière tout cela. Par ailleurs, je reconnais que la question de savoir si M. Netanyahou peut être investi à nouveau est une question juridiquement extrêmement difficile et controversée. Je reconnais qu'il y a du pour et du contre dans les deux sens. Mais tout de même, il y a ceux qui parlent des valeurs que la Cour suprême doit préserver. Aujourd'hui, on entend un discours concernant la fin de la démocratie israélienne, concernant le dernier rempart que serait la Cour suprême face à, on va dire, une sorte de campagne de dénigrement justement de tout l'échelon juridique. J'aimerais savoir justement, selon vous, qu'est-ce qui peut peser? Est-ce que les juges doivent juger aujourd'hui par rapport aux menaces qu'ils reçoivent d'un côté, ou alors par rapport aux valeurs, on va dire, ou au droit en particulier? Oui, mais vous voyez, même sur le plan du droit, la question est extrêmement discutée. Je crois que ce qui est en jeu également, on n'en a pas encore parlé, c'est ce que l'on appelle l'activisme de la Cour. Oui. La Cour israélienne est, alors là je le dis de façon très claire, l'une des plus activistes au monde. C'est-à-dire qu'elle intervient dans un certain nombre de domaines où dans d'autres pays, aucune cour ne penserait à intervenir. Il y a beaucoup trop d'exemples, je ne vais pas vous en donner, mais je crois que c'est assez connu. Et là, c'est un exemple d'interventionnisme. On l'a déjà vu d'ailleurs avec la jurisprudence Pinchasi Deri qui avait contraint M. Rabin à démettre de ses fonctions M. Deri à l'époque, et où la question aujourd'hui est de savoir est-ce qu'on étend cette jurisprudence Deri au Premier ministre. Alors on peut dire oui, logiquement, si un ministre ne peut pas exercer quand il est mis en accusation, pourquoi le Premier ministre pourrait l'être? Mais vous voyez qu'il s'agit d'une question d'appréciation et d'interventionnisme. Le conseil juridique du gouvernement semble avoir répondu à cette question, et en fait c'est l'un des juristes aussi les plus importants en Israël, si ce n'est le plus important, puisqu'il a dit qu'apparemment le législateur avait prévu un cas de figure. C'est bien ce que l'on a compris de sa recommandation, n'est-ce pas? Oui, alors je vais vous dire, ce que le législateur a prévu, c'est la chose suivante. Un premier ministre mis en accusation ne doit pas démissionner. Ça, c'est clair dans la loi, n'est-ce pas? Et il peut continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif avec d'autres conditions, etc. Donc, si M. Netanyahou était simplement maintenant Premier ministre et qu'il continue, eh bien, il pourrait continuer. Mais la question est de savoir si on peut nommer un nouveau Premier ministre. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit. M. Netanyahou
Netanyahu pour l'instant est un Premier ministre de transition et il s'agit de former un nouveau gouvernement. Donc il n'est pas dans la position prévue par la loi qui dit que le Premier ministre en fonction peut continuer, mais vous voyez la question d'appréciation ici, est-ce que ça s'applique aussi au Premier ministre, à un nouveau Premier ministre? Voilà la question et donc le conseiller juridique du gouvernement, M. Mandelblit, lui a pensé que il faut se contenter de ce qui est écrit dans la loi à l'heure actuelle. Mais vous voyez bien qu'il s'agit de questions d'interprétation. Alors, lorsque l'on sait que la Cour suprême possède 15 juges au total et que 11 de ces 15 juges vont devoir statuer sur cette question aujourd'hui et sur la deuxième question dont on va parler dans quelques instants demain, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'on attache une importance particulière? Expliquez-nous. Bien sûr, depuis toujours, il est connu que la présidente ou le président de la Cour décide du nombre de juges qui seront affectés à chaque affaire. Alors pour 98% des affaires, c'est 3 juges, c'est le minimum. Mais nous avons 5, 7, 9, 11, nous avons même une fois 13 juges. Donc c'est l'importance de l'affaire. Et puis je vous signale, il y a un deuxième point qui a été un peu soulevé, mais qui a été réglé de façon élégante par la présidente de la Cour, c'est quels sont les juges que l'on choisit pour ces 11 juges. Parce qu'il a été dit qu'en fait, tous les juges... tout simplement à l'ancienneté, c'est-à-dire à l'ancienneté de nomination à la Cour, ce qui, d'ailleurs, évidemment, les partisans de la droite font remarquer que cela écarte les derniers juges qui ont été nommés alors que... Et qui sont plus conservateurs, on va dire. Ministre de la Justice. Et qui sont plus conservateurs que les autres. Qui sont plus conservateurs, mais bon, on ne peut rien dire si on choisit l'ordre d'ancienneté. Alors on aurait pu tirer au sort aussi, évidemment. Alors, je voudrais revenir sur la deuxième partie de ce débat qui aura lieu demain, qui se rapporte à l'accord de coalition entre le Likoud et le parti bleu-blanc. Cet accord qui est en train d'être préparé par la Knesset, justement, et qui a l'air très, très complexe. Est-ce que là-dessus, vous pensez que la Cour peut s'immiscer? Oui, j'en suis absolument certain. La question simplement est de savoir sur combien de points elle veut s'immiscer. Alors il faut bien comprendre, l'accord a été signé entre les deux parties, n'est-ce pas? Simplement, cet accord demande une transformation, un amendement d'un certain nombre de lois, y compris de lois fondamentales. Et c'est là-dessus que porte le débat qui aura lieu demain. Est-ce que ces lois qui ont été modifiées sont contraires à certains principes ou à des lois fondamentales? Et par ailleurs, il y a une question extrêmement importante qui est une des plus importantes que discutent les juristes aujourd'hui dans le monde entier, mais qui, je ne pense pas qu'elle soit résolue ici. Est-ce que les juges peuvent contrôler, annuler des lois fondamentales ou dans d'autres pays? Est-ce que, par exemple, en France, le Conseil constitutionnel peut contrôler, critiquer des amendements à la Constitution? Votre avis sur la question? Extrêmement importante. Votre avis sur cette question? Je suis un peu hésitant parce que, alors en France, la Constitution, c'est bien clair, elle est très très supérieure. Ici, la Cour suprême a décidé, en 1995, que les lois fondamentales sont considérées comme la Constitution. Alors normalement, le même raisonnement devrait s'y appliquer, mais comme vous le savez peut-être, cette décision de 1995, qui s'appelle Banca Mizrahi, que tous les étudiants en droit connaissent par cœur ici, elle est extrêmement contestée et on avait parlé à l'époque de coup d'État constitutionnel de la Cour. Alors, je crains un peu que là-dessus, ça puisse poser des problèmes. Mais il y a beaucoup de dispositions dans ce qui a été voté qui sont vraiment un peu bizarres. Par rapport aux clauses de l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc, qu'est-ce qui vous semblerait, on va dire, judicieux de s'impliquer, dans lequel il serait important que la Cour, on va dire, mette son grain de sel là-dedans?
ça, il n'est pas question de mes choix personnels. Non, mais je vais vous poser la question autrement. Et oui. Il est question de la question que l'on peut se poser, c'est si ces amendements, eh bien, sont valables uniquement dans le cas précis de cet accord de coalition pour cette mandature, ou alors c'est valable définitivement, c'est-à-dire que on peut se retrouver dans des cas de figure où peut-être à chaque fois, eh bien, il y aura un Premier ministre alternatif. C'est l'une des questions qui est posée. Normalement, les lois fondamentales, les nouvelles lois qui sont votées ne sont pas votées pour une seule fois, mais je crois que c'est justement là-dessus que la Cour pourrait intervenir. L'idée d'avoir 2 premiers ministres est une idée extrêmement bizarre qui pose un certain nombre de problèmes, qui exerce l'autorité, comment. Et puis, il y a aussi derrière cette autre affaire, vous savez, le Premier ministre de remplacement, n'est-ce pas, qui serait M. Netanyahou dans 18 mois, eh bien, est-ce qu'il est Premier ministre ou ministre? S'il est ministre, simplement, assimilé à ministre, eh bien, il peut pas, puisqu'il y a des charges contre lui. Or là, on a voulu faire ce que l'accord a voulu faire, c'est dire, ah non, le Premier ministre de remplacement, il a le même statut que le Premier ministre. Donc, s'il peut être Premier ministre, il continue à l'être. Vous voyez le genre de problème que cet accord a posé. Je voudrais revenir sur cette situation tout de même assez toujours problématique, ce bras de fer entre l'échelon juridique et l'échelon politique. Je citais il y a 2 jours un article qui mentionnait le juge Moshe Lando qui disait qui mettait en avant un principe qui est dans les Pirkei Avot, et vous Metunim Badin, soyez modérés dans la justice. Alors je ne sais pas exactement comment interpréter cela, mais cela semblait signifier une forme de modération et de tendance à vouloir faire la justice effectivement, mais sans susciter de polémique. Or, la Cour suprême, elle suscite la polémique. Oui, alors le juge Lando, que j'ai très très bien connu, j'ai un peu travaillé avec lui, et ne faisait pas partie de la catégorie des juges activistes. Oui. C'était un juge extrêmement, effectivement modéré, mais il n'a pas hésité, malgré cela, à intervenir. Et je vous rappelle par exemple que lorsqu'il a fallu démanteler une colonie parce que de peuplement dans les territoires, eh bien c'est lui qui a donné l'arrêt en disant que voilà, c'était parfaitement illégal et ça avait provoqué un grand scandale. Il y a eu d'autres affaires également. Il était quand même extrêmement pointilleux sur les valeurs, n'est-ce pas? Alors par ailleurs, il y a une nouvelle génération de juges qui est arrivée après lui. Mais il y a eu la révolution d'Aaron Barak, c'est dans le milieu des années 95. Aaron Barak, vous savez, quand l'arrêt de 1995 a été donné, il a été donné par 7 juges à l'unanimité. Donc il y avait également Shamgar qui siégeait encore et d'autres juges, vous voyez. Donc ce n'est pas aussi simple que ça, mais oui, Lando était un peu plus modéré, non activiste. Alors lorsque l'on voit cette situation, cette polémique que la Cour suprême suscite, on a tendance à se dire, bien finalement, si déjà elle est au cœur du débat politique, pourquoi finalement ne pas adopter un système de domination des juges tel qu'il est aux États-Unis, par exemple, où on sait que les juges sont nommés par les hommes politiques? Oui, mais vous voyez les résultats aux États-Unis. Si M. Bush, le deuxième, a été élu à l'époque, c'est parce que la Cour était de droite et a interrompu le décomptage des voix. Alors, la Cour américaine, alors vraiment, ce n'est pas un très bon exemple. Elle est très, très politique, mais par ailleurs, elle a des pouvoirs énormes. Elle s'est donné des pouvoirs énormes. Alors, parfois, elle est un peu plus comme ceci, parfois, elle est un peu plus comme cela. Donc, je ne pense pas que ce soit un bon exemple. Mais sur le principe, ça ne remet pas en cause, on va dire, ce que l'on appelle la démocratie aux États-Unis. Elle semble exister, cette démocratie. Elle est réelle. C'est la démocratie d'un État occidental. Pourquoi, lorsque l'on parle en Israël de ce débat entre le politique et le juridique, eh bien, on parle toujours de crainte de voir la démocratie bafouée ou... Écoutez, voilà, je vais vous dire très très simplement, n'est-ce pas?
La théorie, toujours avancée par exemple par M. Netanyahou et ses partisans, c'est la suivante. Nous avons la majorité. Alors, lorsqu'on dit que la démocratie c'est la règle de la majorité, ça n'est pas exact. La démocratie, oui, c'est la majorité, mais le rôle de la Cour, ce n'est pas de protéger la majorité, c'est de protéger les minorités. Et c'est ainsi qu'on a vu très souvent la protection, ça peut être d'homosexuels, ça peut être d'ultra-religieux, ça peut être des gens d'extrême gauche, etc., au cours des années, qui ont besoin d'être protégés contre la majorité. C'est une valeur qui est connue dans le monde entier. La majorité, en général, n'a pas vraiment besoin d'être protégée. C'est la minorité qui a besoin de l'être. Eh bien, professeur Claude Klein, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était très important de dialoguer avec vous et de mieux comprendre cette situation, de m'écouter votre avis aussi sur le débat qui aura lieu à la Cour suprême aujourd'hui. Et puis le fait juste peut-être de mentionner pourquoi aujourd'hui, eh bien pourquoi la Cour va diffuser en direct ces débats. Est-ce que c'est une volonté d'essayer de se populariser, de mieux comprendre de la part de l'opinion publique comment les juges délibèrent? Ça a commencé déjà, vous le savez, la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, et c'est une décision de la présidente de la Cour, Madame Esther Hayout, qui effectivement veut montrer au pays comment la Cour travaille, ce qui se passe à la Cour, précisément face aux attaques qu'elle subit. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces précisions, professeur Claude Klein. Bonne journée, à bientôt. Shalom. Au revoir.